Donc oui, les troubles du rythme. Donc vaste sujet. Fort heureusement, ça a déjà été un peu évoqué et j'ai pris le parti de m'orienter sur les tachycardies à QRS large et autres extrasystoles dans le temps imparti. Alors j'aurais besoin de relais sur place parce que vous allez travailler un petit peu et il y a pas de raison et parce que pour ce type de présentation, c'est ça qui est le plus intéressant et probablement dans les troubles du rythme, la plus grande difficulté est effectivement de faire la part des choses dans les tachycardies à QRS large entre troubles du rythme ventriculaire ou supraventriculaire. Alors bien sûr, ce qui est utile, c'est les ondes P, mais elles sont pas toujours faciles à voir. Alors il y a plein d'algorithmes qui existent. Moi, j'aime bien celui-là, celui des frères Brugada. Faut bien être conscient des limites de ces algorithmes, mais l'essentiel, c'est que vous en ayez un et que vous y teniez. Faut vraiment, ça a déjà été un peu dit, mais être rigoureux et systématique lorsqu'on interprète des électrocardiogrammes, et particulièrement pour faire la différence dans les tachycardies régulières à QRS large. Tous ces algorithmes, la vaste majorité en tout cas, ne sont valables quand l'absence de traitement antiarythmique, et en particulier l'absence de traitement antiarythmique de classe 1, qui peuvent largement sinon modifier ces critères, ou descendre par un Wolff Parkinson-White, de descendre de l'influx et d'activation de l'influx par une voie accessoire, parce que l'activation par une voie accessoire, c'est comme une activation ventriculaire. Donc ça peut mimer une origine ventriculaire. Donc ça, c'est la première chose à être bien conscient. Tout ce qu'on va raconter là, c'est en l'absence d'antiarythmique ou de voies accessoires à conduction antérograde, ou éventuellement de troubles de la conduction ou d'anomalies de la conduction sous-jacente, parce que forcément, ça peut modifier les choses. Donc la première chose, c'est l'absence dans cette, encore une fois, ça c'est dans cet algorithme-là, mais on va le prendre dans ce sens-là, c'est l'absence de RS dans toutes les précordiales. En gros, c'est ce qu'on appelle les concordances, qu'elles soient positives ou négatives. La négative, c'est négatif, le QRS est négatif, et QS donc, de V1 à V6, d'accord, sans onde R. Ou positive, alors c'est un mauvais exemple, mais parce que là, il y a une petite onde S en V6, mais normalement, c'est R exclusif de V1 à V6. Donc c'est ça qu'on appelle la concordance. Si on a ces signes-là, uniquement positifs ou uniquement négatifs de V1 à V6, alors c'est probablement une TV. On verra les spécificités, mais l'algorithme marche comme ça. Si on a le critère, c'est plutôt une TV. Si on l'a pas, on passe à l'étape d'après, et l'ordre dans cet algorithme est important. Même si au début on a dit on reviendra, c'est la dissociation. Si vous l'avez au départ, ça fait l'affaire et ça emporte l'ensemble. Ensuite, c'est la mesure de l'intervalle entre le. Donc, si on part du principe là qu'on a RS au moins dans une des précordiales, et les dérivations sont importantes. Là, on parle de précordiale. La mesure, le temps entre le début de l'onde R, d'accord, et la pointe de l'onde S. Ce que ça démontre là, c'est le temps de conduction, en sachant que quand ça descend par les voies nodoïciennes, c'est plus rapide. D'accord, le tissu de conduction a une conduction plus rapide que la conduction musculaire, myocardique, et donc si c'est ventriculaire, ce sera probablement plus long. En tout cas, à l'inverse, si c'est ventriculaire, ce sera plus long. Il y a des conductions ventriculaires qui peuvent être rapides, mais si c'est long, ce sera ventriculaire. Et donc si on l'a, ça va être une TV. Donc voilà des exemples. Hein. On mesure dans les précordiales le délai le plus long entre le début de l'onde R et le pic de l'onde S. 160 millisecondes, c'est long, d'accord, c'est supérieur à 100 millisecondes, donc c'est d'origine ventriculaire. À l'inverse, si c'est moins de 100 millisecondes, ça ne présage pas. On peut avoir certaines tachycardies ventriculaires qui ont des délais relativement courts, d'accord. Donc c'est pareil, ce critère est positif, ou en tout cas informatif, que si il est long, que ce temps est long. Ensuite, on va voir dans cet algorithme la dissociation. Alors, certains pourraient dire, allons de suite voir la dissociation. Et effectivement, si vous avez une dissociation, ce sera ventriculaire. Dissociation, c'est plus de V que de A, parce que on peut avoir, à l'inverse,
d'autre chose. Donc là, dans dissociation, c'est si on a plus de V que de ventricules que d'oreillettes. Et donc là, ce serait une tachycardie. Par exemple, dans cet exemple, là, on a donc les QRS. Pour autant, les complexes ne sont pas, les QRS sont pas très larges, mais on voit très bien des ondes P dissociées. Ça se voit assez bien quand le rythme ventriculaire est lent. Sur des rythmes ventriculaires rapides, c'est assez difficile. Et ce qui est bien important de savoir, c'est soit c'est évident et donc on peut dire qu'il y a une dissociation, soit on a un doute sur où sont les ondes P, parce que c'est souvent ça le problème. Et là, à ce moment-là, on ne conclut pas, parce que de dire qu'il y a une dissociation, ça entraîne le fait que c'est ventriculaire. Donc c'est lourd de conséquences. Donc là, dans cet exemple, c'est assez évident, il y a pas de doute, on a une claire dissociation, et c'est une tachycardie donc ventriculaire. Et enfin, des critères morphologiques qui sont des aspects du bloc de branche droit, ou donc type de retard droit. L'aspect du bloc de branche droit classique, c'est RSR' avec une onde donc en V1 et en V6 une onde R supérieure à l'onde S, alors que dans les TV, ça peut être tout le reste. Par exemple, en V1, une onde R monophasique ou un aspect QR ou RS, d'accord. Et en V6, une onde S qui va être plus grande que l'onde R. D'accord, donc ça, on voit les différences et on va revoir quelques exemples. Et si on a un aspect de retard donc gauche, excusez-moi, il y a une erreur, on aura une TSV, un bloc de branche gauche, on a un aspect QS en V1, alors qu'on a un aspect R exclusif en V6. Alors le cœur peut être un peu tourné, le V6 ou V5, V6 peuvent ne pas être exactement en bonne position, donc ce sont également les limites, mais l'aspect de bloc de branche gauche est celui-ci, alors que dans une TV, on peut avoir au contraire un aspect QS ou QR, dans les TV, et pas avoir un aspect de bloc gauche donc classique. Alors, ce que je voulais juste mettre pour cette diapo, qui est la figure originale, c'est que c'est jamais 100%. Vous voyez que même si on arrive à des critères TSV, il y avait quand même 5 TV dans leur série, et inversement, il y avait 3 tachycardies supraventriculaires. Donc c'est pas du 100%. Encore une fois, message hyper important, en l'absence d'antiarythmique, de Wolff-Parkinson-White ou de troubles de la conduction préexistante. Et il y a plein d'autres critères également dans la littérature. On n'a pas parlé, dans cet algorithme ne prend pas en compte les complexes de capture et de fusion dont on a parlé dans les topos précédents, ou l'aspect R exclusif en AVR. Donc c'est un faisceau d'arguments, mais je trouve cet algorithme plutôt assez simple à retenir, en sachant qu'il y a d'autres éléments. Alors voilà un tracé. Je ne sais pas qui est sur place, qui peut faire le relais avec la salle, savoir ce que vous en pensez. Regardez bien la bande de rythme en bas déjà. Ouais. Tout à fait. Alors, nous, ce qu'on aime même bien, au-delà, en plus de la bande de rythme, c'est d'avoir une dérivation continue, c'est encore mieux. C'est l'idéal. Est-ce qu'il y a des critères de bloc gauche, des critères de bloc droit? C'est un tracé qui n'a pas été fait chez nous, c'est un centérique qu'on nous l'a envoyé après. L'idéal, en plus de la bande de rythme, c'est d'avoir un 6 dérivations continues. Comme ça, on a toutes les informations, et je reviendrai dessus sur un autre tracé. Mais alors, je ne sais pas si les retours, mais grossièrement, là, si on prend, il n'y a pas de concordance, ce qu'on appelle de concordance, et encore une fois, on a RS, le délai est relativement court. Par contre, on a effectivement une dissociation sur cette bande de rythme et de tracé continu, et ça, c'est absolument indispensable, effectivement, des ondes P qui se baladent, d'accord, qui sont dissociées. Donc, on a une tachycardie ventriculaire, et pour autant, vous voyez l'aspect. On a presque un bloc de branche droit, enfin ça ressemble RSR'. Alors là, ce qu'on peut dire, mais encore une fois, ça dépend où est placé V6, mais l'onde S est supérieure à l'onde R. Ça, c'est plutôt les arguments qui sont un peu plus sur le ventricule, mais dans l'algorithme, on va même pas jusque là, puisqu'on a une dissociation, on s'arrête là. Ça vous parle une TV comme ça, donc on a une tachycardie ventriculaire parce qu'on a une dissociation, avec un aspect qui ressemble à un bloc de branche droit qui est pas très large. S'il y a quelqu'un qui a un micro, parce que moi, je n'ai pas de retour du tout. Fred, tu nous entends? Ah, ouais, je t'entends. Oui, il y a eu TV fasciculaire dans la salle. Ouais.
Ouais, exactement. Donc ça, c'est l'aspect typique et j'en ai mis un. Faut en avoir vu une. C'est des aspects complètement typiques et c'est parfaitement bénin. Avant l'ère des électrocardiogrammes, où au début on appelait ça bouvrée ventriculaire. Donc ça survient sur cœur sain. C'est absolument bénin et si c'est un premier épisode, on peut éventuellement même ne pas traiter une fois le retour en rythme sinusal. On peut mettre donc typiquement, c'est les anglo-saxons, c'est le verapamil sensitif, sensible au verapamil, aux inhibiteurs calciques, mais les bêta-bloquants marchent bien, et puis sinon, bien sûr, l'ablation, si la personne récidive ou est gênée. Donc ça, voilà. Autre tracé, je ne sais pas si qui veut se lancer, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on a là une tachycardie donc irrégulière, cette fois-ci à QRS large. Donc tachycardie irrégulière. Qui dit tachycardie irrégulière dans les hypothèses, dans les grandes hypothèses. Grand cas, bon, FA, ça peut être un Super-Wolf. Et après, on peut imaginer d'autres troubles du rythme, que ce soit des torsades ou des fibrillations non soutenues, des fibrillations ventriculaires non soutenues, mais là, ça a l'air un peu soutenu quand même. Donc, qu'est-ce que... Un Super-Wolf? Voilà. Et là, on a ce qu'on a un effet accordéon qui correspondent un peu finalement aux captures et aux fusions avec des changements des QRS plus fins que d'autres, mais il y a un peu plus. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des 12 dérivations continues. Alors, c'est bien d'avoir une bande continue, mais mieux des 12 dérivations continues. Donc, que faites-vous là, on va revenir sur les tracés après. Donc, ouais, l'injection de strialine, c'est pas forcément la meilleure des idées. On met de la l'injection de bêta-bloquant. Ouais, pardon, vas-y. On met de la flécaïne. Ouais. Alors, ouais, pour l'injection de flécaïne, vaut mieux être sûr de son diagnostic. Ça va dépendre de la tolérance, en fait, tout simplement. Parce qu'on peut aussi aller rapidement choquer. Mais effectivement, si on est sûr que c'est une fibrillation atriale sur Wolff-Parkinson-White, c'est l'injection de flécaïne qui agit plus vite que la cordarone et qui, en plus, augmente les périodes réfractaires de la voix, donc ça va ralentir la conduction dans la voie accessoire et ça va ramener le rythme sinusal plus vite que la cordarone. Alors avant on mettait la cordarone, mais dans les dernières recommandations, la cordarone est contre-indiquée sur la base d'une étude de 6 patients où il y avait eu une fibrillation ventriculaire, un patient qui était parti en fibrillation ventriculaire. Donc c'est de là que dans les recommandations, la cordarone IV n'est plus indiquée sur les FA sur Wolff. C'est important de savoir d'où viennent sur quoi sont basées ces recommandations. Et donc votre diagnostic, c'est donc une FA sur Wolff. Mais si on regarde un peu plus près, en fait, donc là, on voit V1, V2 positif, d'accord. Donc ça vient plutôt de la gauche, d'accord. Négatif D1, VL, ok. Donc voie latérale gauche. Mais si on regarde un peu plus loin, alors c'est le même parti, pardon. C'est juste après. Après cet encadré-là, c'est un peu shifté. On a V1 négatif, V2 positif, donc plutôt le septum, et très négatif dans les dérivations inférieures. Et donc là, en fait, c'est un postéroseptal. Il y avait 2 voies accessoires. Donc c'est vraiment important de bien regarder les tracés jusqu'au bout et de ne pas se laisser happer. Et on a à la fin, il dégénère en fibrillation en fait à la fin. Et c'est ça le risque de mort subite. La FA sur Wolff, c'est que ça va tellement vite au ventricule que ça dégénère en fibrillation ventriculaire. Et là, pour des raisons de temps, je vais passer, mais c'est une tachycardie ventriculaire chez un patient avec cardiopathie ischémique. Et là, qu'est-ce que vous pensez de ce tracé? Donc c'est un enregistreur d'événements, c'est une histoire vraie. C'est une de mes patientes donc qui se plaint de palpitations. L'histoire, et je la connais parce que histoire familiale de mort subite dans un contexte de brugada. Donc enregistreur d'événements, on enregistre ça, c'est la nuit. Donc on sait, elle a rien ressenti, mais elle était en train de dormir quand c'est arrivé. Torsade de pointe. Une torsade de pointe, j'entends. D'autres hypothèses? Il y a artefact qui a été évoqué. Ouais, effectivement, artefact. Si on regarde bien, on a les QRS. Il faut bien prendre les QRS. Vous pouvez prendre, si vous n'avez pas de règle à ECG, un papier et un crayon, et vous cochez les intervalles et vous voyez que, boum, là il y en a un, 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 et c'est le même qui reste. Donc en fait, cet événement-là, et on n'a que 2 dérivations, mais cet événement-là n'est pas
n'interfère pas sur le rythme de base. Donc ça peut pas être physiologique. De plus, le retour après un rythme ventriculaire aussi rapide que ça, généralement il y a une pause derrière, d'accord, qu'on n'a pas. Donc ça c'est important. Les artefacts ne modifient pas le rythme de base. Ils ne respectent pas la physiologie. Alors là, en l'occurrence, et ils ne sont pas présents dans toutes les dérivations. Alors là, on n'a que 2 dérivations, donc ça tombe un peu à l'eau. Mais c'est pour ça que je reviens sur le D2 long. En fait, il faut un 12D long. Et il faut pas hésiter à faire des tracés continus parce que là, si on avait eu un 12D à ce moment-là, on aurait vu sur certaines dérivations que il y avait qui restait normal. Et s'il y a une dérivation sur les 12 normales, même s'il n'y en a qu'une seule, ça veut dire que c'est un rythme normal et que sur les autres, c'est des artefacts. On a des beaux exemples chez les Parkinsoniens, par exemple, où on peut avoir une trémulation de la ligne, alors plus sur parfois sur des pseudo-flotteurs ou autres. Et en fait, on a une dérivation qui est parfaitement sinusale. Et ça suffit à nous dire que c'est un rythme sinusal et que le reste, ce sont des artefacts. Alors après, pour avancer les extrasystoles, je suis resté dans les troubles du rythme ventriculaire. C'est important parce que c'est ultra commun et c'est un motif vraiment très important de consultation et finalement d'inquiétude, de source d'inquiétude, même auprès de certains cardiologues. Donc, il faut avoir en tête que la plupart du temps, en proportion, elles sont bénignes, mais effectivement, il y a 2 risques et c'est ça qui nous inquiète, c'est celui de mort subite et puis celui éventuellement responsable d'insuffisance cardiaque par tachycardie, myopathie. Alors, j'ai pris ces références-là, il y en a eu d'autres depuis, mais grossièrement, c'est l'interrogatoire. Est-ce qu'il y a une cardiopathie sous-jacente? Est-ce qu'il y a une pathologie extracardiaque? Et quelle est la tolérance? Sur des palpitations dyspnées, mais surtout, est-ce qu'il y a eu une syncope ou pas? Et ne pas jamais oublier l'histoire familiale également. Est-ce qu'il y a des décès jeunes dans la famille sans cause ou est-ce qu'il y a des pathologies cardiaques? Donc l'interrogatoire est absolument crucial et à ne pas négliger. L'examen clinique pour voir qu'il n'y ait pas d'insuffisance cardiaque, certes, mais surtout un électrocardiogramme long, encore une fois continu, hyper important. Et si vous pouvez aller avec les 12 dérivations, un Holter, effectivement, pour voir essentiellement la charge, il y a des formes répétitives, un polymorphisme. L'écho pour être sûr qu'il n'y ait pas de cardiopathie structurelle, en tout cas évidente, et éventuellement de voir la réaction à l'effort. Alors, au-delà d'un test d'effort, au cabinet, un truc simple, vous laissez le patient connecté, vous le faites faire 10 flexions, et vous voyez un peu avec l'adrénergie de 10 flexions ce qui se passe sur les extrasystoles. Et c'est ça le premier bilan avant d'aller plus loin, en tout cas le bilan pour un cardiologue. Rapidement, le pronostic dépend essentiellement du substrat, mais pas que, on verra. Je vous ai mis la classification de Lone, qui n'est plus du tout utilisée. C'était moi quand j'étais interne, c'était déjà la fin, mais c'est important parce que, c'est important, pas de connaître la classification, mais de voir les critères. On a beaucoup peur des gens qui sont en bigéminisme, alors que souvent, le bigéminisme n'est pas forcément un critère de gravité. Cette classification de Lone avec ces critères-là n'a été faite que pour évaluer l'effet des antiarythmiques. Mauvaise évaluation par ailleurs, mais pour voir les effets des antiarythmiques. Donc, et je vais passer un peu sur ces critères parce que c'est quand même des choses qui restent dans l'esprit des gens et dont il faut bien comprendre les tenants et aboutissants. Le nombre de SV n'est pas un critère de mort subite, d'accord? Je reprends l'étude CAST. L'étude CAST, c'était traitement par flécaïne, en tout cas antiarythmique de classe 1, parce qu'il y avait l'anacaïne aussi, en post-infarctus du myocarde sur justement les arythmies ventriculaires, extrasystole, TVNS. En fait, ça marchait, il y avait beaucoup moins d'extrasystole sous traitement, mais beaucoup plus de morts, d'accord? Donc le fait de ne pas le nombre d'extrasystoles en soi, on peut être bigéminé et être parfaitement bien asymptomatique et avoir aucun problème. Et à l'inverse, avoir très peu d'extrasystoles et que ce soit quand même dangereux. Et le fait de diminuer le nombre, ne diminue pas forcément le risque de mort subite. Par contre, le nombre, et on dit généralement, on prend un cut-off, une barrière à 10%, c'est que pour que les extrasystoles soient responsables d'insuffisance cardiaque, de tachycardiomyopathie, d'altération de la fonction ventriculaire gauche, il faut au moins qu'il y ait 10% d'extrasystoles. C'est-à-dire que si quelqu'un vient vous voir avec une fraction d'éjection un peu altérée et qu'il a 1% d'extrasystoles, la fraction d'éjection altérée n'est pas liée aux extrasystoles. Il a probablement une cardiopathie
qui d'ailleurs peut être responsable des extrasystoles, mais pas l'inverse. Donc ça, c'est important à bien avoir en tête. La morphologie dans les critères, le plus souvent, on a des extrasystoles ventriculaires infundibulaires dites bénignes, donc amples, pas crochetées. Au contraire, quand les extrasystoles sont crochetés, fragmentés, peu amples, ça signe un trouble de la conduction sous-jacente, donc une anomalie, une myocardiopathie sous-jacente, une atteinte myocardique sous-jacente avec un trouble de conduction intramyocardique. Et c'est plutôt, pour le coup, un critère de gravité. Il y a une exception avec des extrasystoles fines qui peuvent être dangereuses, c'est tout particulièrement celles qui viennent du site purkinien, mais à ce moment-là, elles vont avoir un couplage court, d'accord, et elles peuvent être parfois très fines. Hein. Ça, c'est notre série de fibrillation ventriculaire idiopathique avec les extrasystoles, mais encore une fois, elles vont avoir un couplage court, comme dans cet exemple hein, où on voit une extrasystole ventriculaire relativement fine qui vient du purkinien droit et vous voyez en plein sur le sommet de l'onde T. D'accord. Donc là, oui, effectivement, c'est un facteur de risque de mort subite, le phénomène R sur T, qui est absolument majeur. Donc il y a deux choses. Il y a un des extrasystoles dans la dangerosité. Donc, il y a des extrasystoles qui sont plutôt larges, crochetés, mais qui signent un substrat, une atteinte myocardique sous-jacente. Et dans les extrasystoles fines, celle qui nous inquiète, c'est celle avec des couplages courts. Alors plutôt que de donner un chiffre, c'est vraiment où elle tombe par rapport à la fin de l'onde T. Si quelqu'un a un QT plus long, le couplage pourrait être un peu plus long, mais toujours dangereux si on est dans le sommet de l'onde T ou dans la partie dans l'onde T en tout cas. Voilà. Alors j'avance un peu par souci de temps, mais là on va passer un petit peu plus de temps. Qu'est-ce que vous pensez de cet électrocardiogramme ? Des hypothèses? Est-ce que ça vous embête ou pas? C'est un sportif, hein, on lui fait l'électro, il joue en fédéral 1 de rugby, donc plutôt bon niveau. Et c'est son électro de reprise là, c'est normal et puis on laisse faire ou il y a une bradycardie. Il y a des choses qui vous embêtent. Sinusale. Ouais, bradycardie sinusale, ouais. Un PR long. Bon, mais ça, vous en avez entendu parler avant, ça ne gêne pas trop qu'il y ait une bradycardie sinusale. Non? Des QRS avec des ondes T négatives de V1 à V3 et des ESV. Ouais, exact. Monomorphes. Alors, les ESV, elles vous gênent ou pas, les ESV? Elles sont monomorphes à retard droit, couplage long, retard gauche, couplage long, donc plutôt rassurante. Ouais, les ESV, c'est ce qui saute aux yeux. Si on n'interprète pas rigoureusement et systématiquement l'électrocardiogramme, ou des ESV, mais aucun critère de gravité, c'est des ESV bénignes, ça, infundibulaire bénigne, comme on en voit plein. Bradycardie sinusale, c'est un sportif de haut niveau. Alors, ce qui tique un peu, c'est qu'il est plutôt en reprise, donc il n'est pas très entraîné, il est après sa pause, donc bon, mais bon, c'est un sportif. PR long, ça vous gêne ou pas? J'entends non, parce qu'il est sportif, et avec une hypertonie vagale. Alors, ce qu'on peut faire dans le doute, alors là, encore une fois, il n'est pas en période d'entraînement, donc c'est quand même un petit peu bizarre, mais pourquoi pas? Ce que vous pouvez faire, là, pareil, vous lui faites faire 10 flexions au cabinet, là, vous le laissez brancher, il fait 10 flexions, et vous refaites l'électrocardiogramme, le rythme va s'accélérer. Si c'est vagal, il doit raccourcir son PR, d'accord? Si le PR reste long, alors qu'il a accéléré sa fréquence et qu'il est donc à l'effort, c'est pas normal, d'accord? Par contre, donc vous m'avez parlé de la repolarisation et également l'ondaire, hein, elle est un peu abrasée. V3 normalement, si tant est que ce soit en bonne position, on a déjà un début d'ondaire. On a une espèce de trou électrique. C'est un peu surprenant. Bon, il va faire son épreuve d'effort. Donc il en voit bien hein, parce que là on est, j'ai la barre dessus, là je vois plus, mais il monte à 330 watts à la fin. Donc il a ça, il a 300 watts. Donc ça va déjà 300 watts, c'est correct. Si on regarde, vous voyez, le PR, pour 300 watts, on est à 200 millisecondes encore de PR. Alors, on le voit pas bien à l'effort, mais c'est quand même un peu long. Hein. Et on a ça, un doublé? Est-ce que ça va avec les ESV qu'on a vu tout à l'heure? J'entends, non, elles sont différentes. Ouais, elles viennent du ventricule gauche maintenant. D'accord? En plus, on a un doublé. Ça commence un petit peu à interpeller, si vous voulez. Donc, faut prendre aller plus loin. Alors, il est quand même en bonne condition. On pousse un peu plus parce qu'il n'y a pas de raison.
Ça se passe bien. 330 watts. Donc, je sais pas si tout le monde a déjà fait une épreuve d'effort. 330 watts, ça envoie quand même bien. Hein. Moi, je suis pas capable d'y aller à 330 watts. Hein. Et oui, le rythme supra, donc salve supraventriculaire en plus. Donc bon, interrogatoire, tout ça, en fait, il y a un contexte un peu bizarre familial. Quand on l'interroge, il a 27 ans, hein, donc il a joué pendant toute sa vie au rugby, mais quand on l'interroge, il y a quand même un oncle, enfin deux oncles, un oncle qui a fait une mort subite et un qui a un défibrillateur. Donc on va aller plus loin. En fait, donc, à l'écho, il n'y a pas grand-chose. Elle est subnormale, le VG un peu dilaté, mais on voit pas grand-chose, et qui est dit possiblement lié au sport. Et en fait, à l'IRM, on a un rehaussement tardif mésomyocardique, donc qui va dans le cadre d'une laminopathie. Et juste un point sur les laminopathies, c'est les gens qui associent des troubles de conduction qui vont jusqu'au BAV complet. Ça, c'est une étude à laquelle on avait participé au premier contact. À gauche, c'est le premier contact, et après, c'est au dernier suivi, avec une augmentation des troubles de conduction liés justement à cette fibrose intraseptale et augmentation de troubles du rythme atriaux et ventriculaires. Donc, c'est les gens qui font les deux. Il y a des atteintes en dehors du cœur, mais dans les atteintes cardiaques, c'est les gens vers 20 ans qui vont avoir des arythmies supraventriculaires. Alors, ils peuvent sauter des étapes, hein, mais globalement, vers 20 ans, ils vont avoir des arythmies supraventriculaires. Vers 30 ans, des troubles conductifs qui vont se majorer. Vers 40 ans, surviennent les morts subites, que ce soit à cause de troubles conductifs ou du trouble du rythme ventriculaire. Et s'ils survivent à ça, vers 50 ans, ils vont avoir des cardiopathies dilatées. Alors la pénétrance peut être variable, hein, et aller vers la transplantation. Frédéric, on avait fait un travail. Pardon ? On a beaucoup dépassé, je ne sais pas si tu arriveras à conclure. Ouais, c'est la fin. Justement pour dire que ce travail qui avait été fait, je ne sais pas si François Huillard est parmi vous, mais un travail qu'on a fait en collaboration avec vous sur les laminopathies avec d'autres atteintes, parce qu'on peut avoir des atteintes musculaires ou des atteintes de lipodystrophie et de dyslipidémie. Et les traitements, c'est le défibrillateur. Il y a un calculateur de risque que vous pouvez retrouver sur Internet avec les différents risques. Et si on doit implanter quelqu'un, même avec un trouble conductif, c'est un défibrillateur qu'il faut mettre chez ces patients. Et donc, c'était ma conclusion. Y penser devant des troubles conductifs, FA et troubles conductifs, c'est un sujet jeune. Et d'ailleurs, au-delà de ça, troubles conductifs, troubles du rythme ventriculaire, il y a deux diagnostics à évoquer, l'aminopathie, sarcoïdose cardiaque, ça c'est important quand même d'aller éliminer ces causes secondaires. Le dépistage familial, la recherche de la médiation et discuter un défibrillateur même s'il est asymptomatique. Voilà, et vous pouvez retrouver les informations de ces maladies rythmiques héréditaires sur le site de la filière cardiogène et le livre de précis rythmologie qu'on a édité avec le groupe de Rythmo qu'on peut retrouver sur le site. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric, le sujet était vraiment pas facile, merci d'avoir réussi à parcourir tous les troubles du rythme. On peut prendre peut-être une question au vu du temps imparti. La prends, c'est plutôt une remarque pour que le message soit plus clair. Merci Frédéric, hein, c'est Maxime. Je ne sais pas si on peut remettre la diapositive du Super Wolf initialement. Donc on a parlé de la flécaïne. Et c'est ce que tu disais, je pense que pour le message, il faut quand même être certain du diagnostic quand on va faire de la flécaïne à ces patients, si tant est qu'il est encore conscient vu la fréquence ventriculaire. Mais dans le CG que tu proposais, il y avait quand même 2 voies accessoires avec 2 morphologies, 2 axes QRS. Donc je pense qu'on peut utiliser la flécaïne si on a une Super Wolf avec un seul axe, une tachycardie irrégulière à QRS large, mais pas bidirectionnelle sur 2 voies accessoires. Ça peut porter à confusion. Je pense que c'est des patients avec lesquels il ne faut pas trop jouer, mais sinon on est d'accord que la flécaïne marche très bien quand on est certain du diagnostic. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis de toute façon, sinon tu choques. Hein. Faut avoir le choc facile. Hein. C'est dans le doute. Endormir avant de choquer s'il est conscient, bien sûr. Pas choquer conscient. Pathologie. C'est une pathologie qu'on trouve à domicile. Ils n'arrivent pas à l'hôpital à 300 par minute. Salut, j'ai des palpitations. Oui, alors ça dépend. Hein. Là, celui que je vous ai montré, certes non, mais il y en a si. C'est-à-dire que ça dépend à quelle vitesse ça va au ventricule. Et tout dépend effectivement de la rapidité,
de la conduction au ventricule. On peut avoir des FA sur Wolf moins rapides que ça si les périodes réfractaires sont un peu plus hautes. Mais oui, il y en a qui perdent connaissance, mais il y en a qui arrivent conscients.